Nous allons passer à un deuxième volet de nos questions. Donc, je laisse la parole à Chérif. Donc moi je reviens justement on parle de faillite de ce régime des institutions. Moi je reviens à 62. Qu'est-ce qui s'est passé de 56 à 62, justement avec les l'élimination d'Aben et de certains patriotes? Comment se fait-il qu'en 62 il y avait quand même Farhat Abbas, il y avait Ben Khaddam, il y avait Laït Ahmed, il y avait Boudiaf, il y avait quand même de grandes personnalités qui étaient encore influentes au niveau du pouvoir algérien, et que ce soit Boumedienne et Bouteflika qui ont pris justement le dessus au niveau du pouvoir. Et puis il y avait la création du PRS de Boudiaf et du FFA 63 de Laït Ahmed. Et puis, bon, il y a toujours eu de l'opposition, mais comment se fait-il que ces gens-là, qui ne sont pas plus forts que les autres, ont réussi à avoir le pouvoir, à mettre leur pouvoir jusqu'à aujourd'hui? Merci. Dans le livre Novembre, la faillite démocratique, il y a un chapitre qui pose la question. Novembre 54, bataille pour le pouvoir. Point de vente. C'est-à-dire que dans Novembre 54, il pose la question aussi, est-ce que ce n'était pas une façon de griller une seule qui était à l'époque, en 54, le leader incontesté algérien. Il y a beaucoup de cette thèse dans l'origine de 54. Pourquoi en 70 nous avons ça? C'est lié à ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est-à-dire que la forme qu'a pris l'insurrection de 54 était en rupture avec le mouvement national. Nous avons eu, pourquoi nous avons eu un putsch? Pourquoi nous avons eu un pouvoir militaire? Parce que l'État indépendant n'était pas défini. Mais l'État indépendant n'était pas défini comme étant démocratique. On n'avait pas une idée. Il y a même un article de Hassan Salloubin qui dit les précurseurs de novembre avaient-ils un projet de société? Il n'y avait pas de projet de société. Il y avait un projet d'indépendance. Il n'y avait pas de projet de société. La guerre, là aussi il faut revenir sur Aben Hamdan. Aben Hamdan a fait. Mais Aben Hamdan est aussi l'architecte du parti unique. C'est-à-dire qu'il faut regarder avec un œil critique toute notre histoire. Sinon, nous, Aben Hamdan, en refusant que comment on appelle, que les communistes prennent part à la guerre de libération en tant que communistes, en les obligeant à entrer sous la coupe du FNL, en refusant que des combattants étrangers viennent en tant que brigade indépendante, comme ça s'est fait en Espagne, en exigeant
que, que le chapeau du FNF soit le seul et unique chapeau pour lequel on lutte pour l'indépendance, a créé le parti unique. Et nous avons eu le parti unique en 62, jusqu'en 80. Donc, il y a l'Europe 54 s'étant déclenché sans projet de société, il suffisait d'être indépendant. Eh bien, vous me direz, on a profité, puisqu'il n'y a pas. Nous n'étions liés par rien. Il en a profité pour faire son bouge. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas de projet de société. Jusqu'à aujourd'hui. Moi, je voulais, pour éclaircir un peu, parce que le débat c'était tout à l'heure sur la question aussi de la relation, les relations franco-algériennes, etc. Je voulais revenir à un épisode, un cas édifiant dans l'instrumentalisation derrière des faits historiques, en même temps de la guerre de libération, de part et d'autre, et confond de commerce, même ceux qui se revendiquent chez nous de la légitimité historique. Le cas en 2001, lorsque Eril Ahriz a déposé plainte contre Osiris, le seul journal en Algérie qui l'a repris, sur le matin, a été à la relayé l'Humanité et Le Monde. Le pouvoir de Bouteflika lui a interdit l'accès aux médias publics. Ils ont interdit de parler des peuples, parce que dans la perspective du deuxième mandat, d'ailleurs, c'est le même problème, c'est posé qu'on a commencé en 2003 à parler de la loi adoptée positivement le colonialisme, avec la signature de 200 historiens ici en France, qui a été repris par Le Matin, et à l'époque, l'idée, c'était avancée par le pouvoir algérien, c'était quoi? En disant que même la revendication de la repentance n'existait pas, et même du point de vue de la vérité, il faut dire la vérité, etc., par rapport à la guerre de libération, il n'a pas été avancé au début. Parce que Chirac est venu rendre visite, l'argument avancé par le pouvoir que Chirac était contre la guerre d'Irak, et l'idée même qui a été avancée, c'est que, en perspective aussi du deuxième mandat, le soutien français au deuxième mandat, c'était une réconciliation nationale et internationale. L'idée qui a été développée, ça veut dire qu'en imposant la réconciliation avec les terroristes, aussi la réconciliation avec la France, sans exiger la vérité. C'était l'idée très développée. Bouteflika n'est monté qu'après son élection au deuxième mandat. Il a soulevé le problème de la loi positivant le colonialisme. Alors que ça a commencé auparavant, il y avait la fête des 12, il y avait les 200, et que Le Matin il a pris en charge. À partir de 2003, jusqu'à 2007, que Bouteflika a posé le problème. Il a posé le problème, il y a la pression, après il y avait les sœurs en chef de Belkhaden sur la question de repentance, etc. Mais c'est toujours, parce que même se revendiquant le pouvoir de la légitimité historique et de la guerre de libération, mais en réalité, dans les faits, elle n'est qu'un fonds de commerce. Le deuxième point soulevé tout à l'heure par Nadia, la question de la femme et la colonisation et par la suite. En réalité, même le colonisation, en faisant le lien avec cette loi positive en colonialisme, le colonialisme a fait tout pour maintenir la femme algérienne sous la domination de l'homme en gardant la féodalité, etc. Pour permettre aussi pour l'homme, pour qu'il lui garde au moins sa chasse gardée, ça veut dire ce périmètre où il doit imposer sa domination, il domine la femme. Et pourtant, par la suite, la guerre de libération, tout en proclamant que la femme sera libre, etc., elle a participé, mais au lendemain de l'indépendance, ils lui ont dit tu rentres à la maison.
Ça y est, tu as fait ton devoir, on te remercie, on utilise certaines femmes comme... Le cas le plus symbolique, je te coupe, c'est Jamila École. Boupacha, oui. Boupacha. Elle fait le livre de Jamila Gisèle Halimi. Boupacha est une héroïne qui a marqué son époque. C'était une femme, 18 ans, qui a été torturée, violée, et qui a soulevé en France, en Europe, En Égypte. une telle vague d'indignation que Picasso a fait une toile sur Ouais. que à Milan, à la Scala, il y a un opéra qui s'appelle Jamila Boupacha. En France, Jean-Paul Sartre et sa femme, Simone. voilà, Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir et Gisèle Halimi. Gisèle Halimi, on en fait une pression telle qu'elle a été relâchée. Elle a été relâchée et depuis on n'en a plus entendu parler. C'est une... Je l'ai vu récemment. Elle a été exclue du parti. Elle voulait. Congrégature réformée. Elle a été exclue en 69, elle a été exclue de l'UNA, parce que ils ont déclaré à l'époque, le secrétaire général du parti démocratique, il a déclaré le Congrès dissous parce qu'il ne pouvait pas avoir les secrétaires généraux de l'Union des femmes qu'ils soient favorables à la vision externe. Donc ils ont dissous le Congrès de l'UNFA, avec l'Union nationale des femmes algériennes. C'est dans ce sens. Parce que l'on dit, et ça y est, il faut montrer. D'ailleurs, les premières manifs en 1984, c'est les anciennes combattantes qui l'ont fait contre le Code de la famille devant l'Assemblée nationale. Et une était là, son mari, le président de l'Assemblée nationale qui a voté le Code de la famille. Elle, comment on s'appelle Bétat. Elle manifestait d'or. C'est-à-dire que la minorisation du rôle de la femme dans la lutte de l'immigration est indispensable pour minoriser le rôle de la femme Pour la société. pour ne pas lui donner une légitimité. Pour revenir encore à justement 1962, bon, le fait que finalement la démocratie n'ait pas été prise en compte pendant la guerre de libération, mais enfin, à l'occasion du putsch de Boumedienne, il y avait aussi quand même un certain nombre de généraux, d'officiers français qui avaient rejoint le FLN dans le courant de la guerre de libération, mais enfin certains même 6 mois peut-être avant la libération de l'Algérie. Est-ce qu'on peut penser que finalement les services français ont joué quand même un rôle dans ce putsch par ces militaires-là? C'est pas exclu, parce que à partir du moment où la France a obtenu le vide, c'est-à-dire a obtenu qu'on ne précise pas la nature du futur État algérien, tout était fait, tout était joué. Les pressions françaises n'ont pas commencé en 62. Elles ont commencé, comme je l'ai dit avant, à partir du moment où il y avait un État, une absence de contour de l'État algérien. D'ailleurs, il y a eu une tentative de revenir à la genèse de la revendication de l'indépendance avec la démocratie
en instituant une assemblée constituante factice. Une assemblée constituante qui n'a pas été élue au suffrage universel, qui a été désignée parmi les personnalités, dans laquelle a refusé de siéger Aït Ahmed. C'est une assemblée constituante qui n'a rien produit et qui a été une sorte d'objet présenté par le régime pour un vernis démocratique. Gérard ? Oui, oui, juste une question que je pose à tous les amis algériens ici présents. C'est, est-ce que vous avez quelques raisons d'espérer? Qu'est-ce qui vous fait espérer éventuellement que l'Algérie puisse sortir un jour, bientôt peut-être, ou plus tard, de ce que j'appellerais le syndrome mexicain? Le syndrome mexicain, c'est, n'est-ce pas, le Mexique, c'est une révolution glorieuse, c'est des épisodes de gauche, de droite, c'est la nationalisation des pétroles, c'est au fil du temps, c'est un parlement librement élu, démocratiquement élu, relativement démocratiquement élu, et c'est au fil des années la mise en coupe réglée du pays par les mafias, par les féodalités mafieuses. Voilà, c'est exactement le cas de l'Algérie. Alors, qu'est-ce qui peut vous faire penser et vous faire espérer et vous faire croire que l'Algérie puisse sortir de ce syndrome mexicain? Une question ? Moi, je reviens. Peut-être qu'il faut répondre à... faut répondre à la question. Qui vient de poser. Tu veux qu'on Moi, je pense que ce qui peut sauver, parce qu'il y a, dans chaque époque, il y a des inconnus, des paramètres inconnus qu'on ne peut pas prévoir. Il y a des perspectives, mais qui ne sont pas maîtrisées. Par exemple, la jeunesse actuelle. La jeunesse actuelle étant aujourd'hui à Alger, il se forment des groupes, des groupes indépendants de citoyens, de jeunes surtout, qui sont en rupture avec tout, qui sont en rupture avec le pouvoir, avec la société, avec les islamistes, avec l'armée. C'est des cercles de discussion autour des réseaux sociaux. Et c'est une jeunesse qui a son propre langage, sa propre façon de... Et qui a créé, par exemple, qui a créé une organisation qu'on appelle Harakat. Barakat, ça veut dire en français, ça suffit. Qui est sorti, qui n'est inféodé à aucun parti, qui est sorti comme ça, d'ailleurs dirigé par une femme, un médecin. Qui s'appelle Voilà, oui. Mais il n'y a pas que... Oui. Donc, il y a cet inconnu, la nouvelle génération, qui n'est nourrie ni de la propagande du FLN,
ni des dogmes islamistes, qui est produit par l'école algérienne et par l'influence d'Internet, du monde. Parce que c'est une ouverture extraordinaire. C'est un désenclavement. Internet a provoqué une sorte de désenclavement qui fait que les jeunes, la jeune génération a une approche beaucoup plus complexe que celle que... Ça, c'est la première chose. La seconde chose seconde perspective qui peut nous... C'est lié à ça, c'est le monde. C'est le monde qui devient un village. Nous sommes intégrés, qu'on le veuille ou non, dans ce monde-là. Et nous sommes, quelle que soit la volonté des régimes en place, obligés d'épouser des normes de liberté qui s'imposent à nous. Ça, je pense que c'est des perspectives qui sont... Parce que si on ne se base que sur les paramètres internes, c'est l'impasse. Moi, j'enchaîne justement l'espoir. Donc, est-ce qu'il y aura un changement? Aujourd'hui, en Algérie, depuis toujours, il y a toujours eu des initiatives isolées et que le régime arrive souvent à maîtriser par la force. Donc, en parlant de Barakat, donc c'est une initiative citoyenne avec des journalistes et de la société civile qui a réussi quand même à faire bouger les choses à Alger. Et malheureusement, l'initiative Barakat n'a pas été relayée au niveau national. Sachant que les revendications, elles sont nombreuses. Hein. Donc il y avait le combat contre le schiste que la société civile quand même a réussi à gagner. Donc ils ont quand même fait reculer le régime sur ce projet de gaz de schiste. La société, en général, il y a des manifestations chaque jour en Algérie. Bon, enfin, on ne voit pas à la télévision qui est quand même un organe du pouvoir, la télévision nationale. Mais sachant qu'il y a des télévisions privées, donc il y a la Loatan, il y a le Bilad, il y a un certain nombre de chaînes qui relaient les événements qui se passent en Algérie. La société bouge. Hein. En Algérie, c'est un volcan. C'est un volcan. On ne sait pas quand est-ce qu'il y aura vraiment le déclic, l'union générale des Algériens contre ce régime. Si on veut faire une lecture de l'Algérie actuelle avec l'alphabet ordinaire, on n'arrivera pas à nous situer exactement. Il y a des paramètres tout à fait inconnus, nouveaux. Cette propension cette création de groupes, de groupes de discussion qui prend forme à Alger, en Algérie, de manière spectaculaire. C'est le symbole d'une population qui ne veut se reconnaître dans aucune des structures classiques, ni dans les partis, ni dans le pouvoir, ni dans le... Mohamed, je veux ouvrir juste la porte par rapport à ça, ce que vous dites. C'est vrai, par rapport aux structures anciennes, aujourd'hui, on a vu il y a 2 semaines, 3 semaines, la mobilisation
autour de Troubadour, c'est le musicien de la place Odin qui a été réprimé par la police parce qu'il jouait à la guitare, a été défendu d'une manière, pétition, les réseaux sociaux, qu'il est revenu, lui ont accordé même l'autorisation de jouer de la musique à la place Odin. Et c'est cette forme, parce que les jeunes, comme le dit Mohamed, c'est les jeunes, elles ont appris à militer de la manière la plus moderne ailleurs, ça veut dire qu'un groupe de 5 qui peut manifester, il peut sortir dans la rue dire Baraket, ça a commencé comme ça le mouvement Baraket, toute seule elle est sortie avec 4e mandat, Baraket, après relié par des photos, etc., ils ont appris les luttes modernes. C'était des mouvements modernes. C'est plus dans les structures anciennes, une coordination, parti politique, etc. Ça, c'est peut-être dans la maturité. Après, ça devient aussi, nous a montré aussi le mouvement printemps arabe en Égypte, comment les gens peuvent se regrouper sur un mot d'ordre. Maintenant, les gens ne s'encartent pas et ils sont dans une réaction de mouvement et d'une manière la plus moderne d'agir sur des situations. En août, j'étais à Alger, quand il y avait l'histoire de la fille qui travaillait comme réalisatrice à la chaîne 3, lorsqu'ils ne l'ont pas laissée rentrer au tribunal parce qu'elle portait un débardeur. Elle a filmé rapidement la photo, elle l'a envoyée. Ils ont laissé sa maman, lui ont prêté un truc pour le mettre pour rentrer au tribunal. Elle a dit non, elle est restée dehors, etc. Il y avait tout un mouvement sur les réseaux sociaux et ils l'ont laissé rentrer par la suite. Ces formes de réaction, les gens, surtout, il y a beaucoup de femmes qui s'engagent maintenant de cette manière. C'est des formes de lutte modernes, peut-être ceux dans les schémas anciens, peut-être. Parce qu'en face, il y a aussi les forces qui maintiennent la société dans un état d'inféodation, qui sont le pouvoir et les islamistes, qui se rejoignent sur ça, qui se rejoignent sur l'absolue nécessité de contrôler de contrôler la société. Ça, il y a une complicité réelle, où les islamistes et le régime se retrouvent dans une forme de rapport d'asservissement de la société. Et ils encouragent cela. C'est ainsi que, par exemple, sont nées les brigades anti-non-jeûneurs. Non-jeûneurs, qui ne jeûnent pas durant le ramadan. La chasse au couple. La chasse aux chrétiens. Aux jupes. Il y a qui sont favorisés en sous-main par le pouvoir. Il est devenu ministre, celui qui a interdit les jupes. Il est devenu ministre. De l'éducation, de l'enseignement supérieur. C'est Hadjar qui a interdit, il était directeur de la fac, il a interdit une femme qui allait passer son concours de magistère en droit de rentrer en jupe. Pas un jupe un peu long, mais c'est que ça, c'est pas un mini-jupe. Il y a eu tout un mouvement autour de la question. D'ailleurs, il y a eu un mouvement à Alger des porteuses de jupes. Il y a eu tout le monde, des photos avec des jupes. Après, il y avait l'histoire de Haïk. Ils ont fait. Voilà, c'est lié à ça. Ouais. 69-70, Kaïd Ahmed avait lancé une campagne dont j'ai été d'ailleurs victime d'une certaine, enfin indirectement, puisque à l'époque il y avait la campagne évidemment contre les mini-jupes, puisqu'on peignait les jambes des jeunes filles, parce que c'était la mode des mini-jupes à l'époque. Et moi, il y avait aussi parallèlement la campagne anti-dragueur, et moi j'avais abordé une amie près de la faculté. Je me suis retrouvé pendant 3 jours à la prison de boulevard Amirouche suite à ça, quoi. Oui. Il y a aujourd'hui une sorte
de complicité dans la stratégie de Bouteflika et celle des islamistes, qui consiste à brider la société. C'est pour cela que Bouteflika, là on revient au dictateur qui met les habits de Dieu. Bouteflika veut gagnerait à ce qu'il y ait que le rapport de la société au pouvoir soit le rapport du croyant à Dieu. Et il dit, vous verrez dans le livre, il dit, ça aussi c'est la psychologie d'un homme qui a le pouvoir absolu. Il dit, dans le chapitre Le Prophète, il dit, quand je mourrai, je serai à la droite de Dieu. Il se prend pour un prophète. Il y a Kamel Daoud qui a soulevé ce point. Kamel Daoud, justement, quand il a écrit ce livre qui lui a valu d'être nominé au Goncourt, il parle du rapport à Dieu, de la société. Il a fait l'objet d'une fatwa. Pourtant, celui qui a fait, il n'a pas lu le livre. Il a réagi aux réseaux sociaux. Oui. Ils ont requis contre lui 6 mois de prison pour l'innocenter. La réaction de Hamad, la fatwa qui a été lancée contre Kamel Daoud, elle illustre toute la volonté toute la crainte des islamistes d'une société éveillée. Parce que, et la fatwa, elle dit quoi? Elle dit, c'est très symptomatique. Elle demande à l'État de le fusiller. Comment elle est ça? C'est-à-dire que il y a une complicité. C'est pas nous qui allons le et aucun officiel algérien n'a pris position. Le seul officiel, le seul homme politique qui a pris position pour Kamel Daoud, c'est le Premier ministre français. Qui? Manuel Valls. Manuel Valls. Ah oui. Ce qui ne va pas arranger les choses. Oui. Il n'a pas arrangé. Moi, je voulais, sur ça, la question aujourd'hui, surtout cette pression du pouvoir dictatorial qui a non seulement il a sa propre police, il a sa propre justice, etc. Il peut promulguer toutes les lois démocratiques, mais d'ailleurs, il n'avait même pas besoin de l'armée. Les années 2000-2003, il avait une police spéciale qui a crié Zerouni, il a ses tribunaux, etc. Donc, il décide de la sentence, etc. Donc, et même sur la question, même les rapports commerciaux ne sont pas respectés d'ailleurs. Si vous l'avez ça, donc, il n'y a aucune garantie. Ce n'est pas le lien avec le pouvoir. D'ailleurs, on a vu les grands patrons qui avaient des relations pouvoir, le jour où ils ne s'étaient plus, ils se sont retrouvés en prison, où ils ont pris la fuite. Qui aurait pu dire Hadjas il prend la fuite, il sera condamné, alors qu'il est considéré comme. C'est un pouvoir qui a créé les patrons, il crée tout, et après il décide. Et dans tout ça, on sait dans aussi la société. Donc il fait les affaires, le pouvoir, il gère le pouvoir. Il a laissé la société à l'islamisation. Et
beaucoup d'islamistes qui revendiquent, c'est d'islamiser. Il a élevé les grands terroristes au rang de personnalités, comme Mamazak qui est réussi à la présidence pour lui demander son avis sur la Constitution. Et tout ça, en réalité, tout en miroitant ou suivant le danger des printemps et de la contestation, en disant nous, où va vous arriver comme la Syrie ou la Libye. C'est pour ça les printemps arabes, ils n'ont pas rendu service au peuple algérien. C'est cette menace qu'ils l'ont utilisée pendant la campagne électorale pendant le 2014. Et ça continue. Et beaucoup, dommage aussi, d'analystes, certains de gauche en Algérie, et presque sont retrouvés dans cette phobie du printemps arabe que presque rendent les dictateurs, la dictature si nécessaire. Alors qu'ils oublient, qu'est-ce qu'ils disaient Mohamed, ils oublient que, d'ailleurs ce qu'il fait le pouvoir algérien, que ces dictateurs sont à l'origine d'ailleurs, en réprimant les forces démocratiques, ce que je disais tout à l'heure, ils ne laissent d'alternative en cas d'explosion que l'islamisme. Envisager la démocratie sans une participation quand même des islamistes au pouvoir dans un parti, les représentants, on ne peut pas non plus les éliminer dans la mesure où ils ont quand même une présence sur le terrain importante. Sinon, il n'y aura jamais de démocratie en Algérie. Je termine. Ça, c'est un autre débat, mais je vous dis qu'ils ont laissé la seule alternative, parce que je dis, les courants les plus fascistes, etc., ils n'ont pas besoin d'organisation parce que ça existe. Parce qu'il y a un travail dans la société, comme ici en France, parce que tu n'as pas besoin pour que les idées de l'extrême droite évoluent. Ils n'ont pas besoin d'organisation, parce que la crise, etc., ça aide. Mais les forces qui portent le progrès et les idées de générosité, qu'ils ont besoin d'organisation, ils ont besoin des médias libres, etc. Compte la question, parce que les dictateurs ne laissent en cas de situation difficile que l'alternative islamiste, comme en Syrie, comme en Égypte, etc. Ils ne laissent en réprimant les autres forces. C'est-à-dire il n'y a pas de situation comparable avec l'Égypte. Je ne crois pas. Je pense plutôt que nous, on est dans une situation de société fragmentée. Effectivement, on peut dire que dans un cas de rapport de force, les islamistes ont leur place, mais dans une hypothèse d'un pouvoir nouveau, légitime, quelle serait leur place autour d'un programme auquel ils doivent adhérer, comme en Turquie. C'est-à-dire, et ça ce n'est pas, ça ne peut se faire. Moi, c'est mon avis. Rien ne peut se faire sans l'intervention de l'armée. Parce que nos structures sont telles que seule l'armée est la seule force organisée qui peut intervenir, mais intervenir non pas pour prendre le pouvoir, mais pour en quelque sorte restituer l'Algérie dans l'état où elle a trouvé. Comme l'armée portugaise, par exemple. Un peu la révolution des œillets, un peu, mais à l'algérienne, c'est-à-dire que ce serait une sorte de prise de pouvoir avec une sorte de plateforme qui soit
cette époque, c'est-à-dire qui tiennent compte des, comme vous dites, des islamistes, de la nouvelle société, des forces démocratiques, de la région de Kabylie aussi, qui n'est peut-être pas un territoire autonome, mais qui est une donnée fondamentale en Algérie, puisque les Berbères ne se reconnaissent pas dans cet État, et qui est une force à part, qui est actuellement sous contrôle, parce que toute l'armée est là-bas. Lorsque vous allez en Kabylie, vous traversez 20 barrages militaires. Il y a les nouveaux citoyens algériens qui, contre toute attente, sont sortis pour manifester contre le gaz de schiste, qu'on ne croyait pas aussi. Donc, est-ce qu'il y aura un groupe d'officiers capable de faire cette synthèse entre toutes ces composantes? Je crois qu'on tôt ou tard on arrivera à ça. Moi, justement, j'enchaîne sur ce que tu viens de dire, au sujet de l'organisation de la société civile. Et il est vrai qu'aujourd'hui, l'armée, c'est la seule qui est légitime. Elle est issue du peuple, sachant qu'il y a encore des généraux qui sont importateurs et qui profitent un petit peu des milliards voilà. Non, c'est pas encore fini. Si, il y a encore. C'est pas fini, mais moi je reviens justement au niveau de comment la société allait s'organiser pour que cette armée-là soit confiante vis-à-vis de la société. Il faut vraiment qu'il y ait un projet de société qui fédère avec tout le monde pour vraiment créer une opposition à ce régime et aller vers une alternative vraiment démocratique. Il faut une force d'influence. C'est ça qui manque aujourd'hui. La force d'influence aujourd'hui en Algérie, c'est l'Europe. C'est l'Europe. C'est l'Amérique. C'est le monde. C'est-à-dire que nous faisons partie, nous ne sommes plus une société qui est enclavée. Nous avons, si aujourd'hui avec la mondialisation, si ça s'écroule en Algérie, s'il y a le chaos en Algérie, il y a le chaos en France. Il n'y a pas de... il y a eu les événements de Syrie. On pensait que ça allait regarder que les Syriens. Et finalement, on se retrouve avec des milliers de réfugiés syriens en Europe. Alors, quand tu penses que la Syrie est à des milliers de kilomètres de la France, qu'en est-il de l'Algérie qui est à 1 heure? La nage. Dans les récentes années de prospérité, entre guillemets, c'est-à-dire là où il y avait le prix du pétrole était à $140, il y a eu des milliers d'Algériens qui sont entrés en Europe clandestinement, qui ont fui l'Algérie. Dans les années de prospérité. Alors, dans les années d'austérité qui nous attendent, on peut imaginer le nombre d'Algériens qui vont fuir le pays. Donc, il y a nécessairement, il faut s'attendre nécessairement à une intervention d'ordre
diplomatiques ou que ça prendra les formes que ça prendra, pour que l'instabilité soit maîtrisée. Et moi, c'est-à-dire, je vois comme perspective principale le fait que l'Algérie soit, avec la nouvelle époque, désenclavée. Parce que nous avons vécu en vase clos jusqu'à maintenant. Nous avons vécu dans un tête-à-tête avec le régime. Aujourd'hui, que les intérêts de l'Algérie coïncident avec les intérêts étrangers, je reviens aux articles du Figaro, qui est un journal qu'on ne peut pas taxer d'extrémiste ou de léger. Il dit, je crois qu'il exprime à mon avis, il exprime une idée du pouvoir français, une crainte réelle de voir, il titre à la une, l'Algérie fait peur à la France. Oui. Moi, je rebondis sur vos propos de tout à l'heure, sur la capacité d'invention et de réaction et d'innovation de la jeunesse. Et bon, en vous entendant les uns et les autres, voilà, je me demande et je vous demande si le seul modèle qu'il y a eu jamais sur la planète, c'était un modèle du début du siècle, du XXe siècle, en Russie, c'était le modèle conseilliste. Le modèle conseilliste, ouais. C'était la République des conseils. Ouais. C'était tout le pouvoir au conseil. Et il s'est trouvé qu'à partir de 25, ce qui a très bien marché pour la Révolution d'octobre, et ensuite, bon, quand Lénine est mort, qui portait ce projet conseilliste, quand il est mort, d'abord qui le portait, mais qui le portait un peu aussi comme la corde porte le pendu. Ouais. Et quand il est mort, ça a été Staline et c'était fini. Bon, la République des conseils, c'était terminé. De sorte que soviétique, soviet, ça veut dire conseil. Hein. La République soviétique, c'est la République des conseils. De sorte que l'idée des conseils là, était... alors, elle a ressurgi constamment au cours de l'histoire. 68, 45, je pense qu'il y a eu quelque chose de l'esprit des conseils, à mon avis, mais dans le congrès de la Soumam ou ailleurs, enfin au moment de la révolution algérienne. Mais cette idée même de conseil, c'est-à-dire le pouvoir au conseil, ça a disparu. Alors que je pense que si ce projet conseilliste, le projet des conseils, pouvait se propager en Algérie, et y compris dans l'armée, au sein de l'armée, il n'est pas exclu que les conseils, dans un premier temps, se mettent en place avec l'aide de l'armée, par exemple. Et la participation des islamistes, pourquoi pas. Mais si ce projet de conseil pouvait se faire, se manifester et être aidé par vous, les journalistes, aidé par vous, les écrivains, est-ce que ce ne serait pas une perspective pour l'Algérie ? J'ai dit tout à l'heure qu'il y a des inconnus. Il y a des inconnus, c'est-à-dire il y a des éléments de la réalité qui nous échappent.
qui nous échappent, qui font que, honnêtement, on ne peut pas décrire avec certitude l'état actuel de la société algérienne. Et maintenant, l'interaction avec le monde fait que l'Algérie, en tant que pays proche de l'Europe, ne dépend pas que de la volonté de ses décideurs. Il y a une telle interaction, une telle conséquence de l'instabilité algérienne, vécue, qui n'est plus vécue que par les Algériens eux-mêmes, que la solution pourrait être une synthèse entre les intérêts étrangers et les intérêts de la société algérienne. Ce qui est certain, c'est que toutes les stratégies du régime qui sont de l'alliance avec les islamistes, toutes les stratégies ont échoué. Elles ont échoué et nous sommes en train de vivre à l'heure actuelle une situation unique. C'est-à-dire que le régime qui est en place, en plus d'être illégitime, il a été inefficace. La société qui s'est coupée, qui s'est isolée de ce pouvoir, s'autonomise. Mais s'autonomise avec des... C'est pour ça que je dis qu'il y a un inconnu. Elle s'autonomise avec ses propres paramètres. Je prends l'exemple d'une... Je prends l'exemple d'un fait qui s'est passé récemment. J'arrive pas à me rappeler lequel, et qui a fait l'objet d'une activité sans précédent dans les réseaux sociaux. C'est le gars qui a été limogé de la télévision, non? C'est le Hrig? Non, c'est pas l'affaire de l'Hrig. Non. Je crois que c'est l'incarcération du leader mozabite. Ah oui. Ça remonte, ça. Non. 6 mois, je crois. Oui, le mois de juillet. Non. Fakhar. Docteur Fakhar. Qui représente, oui, les droits de l'homme, mais qui était le... Docteur Fakhar, qui était le chef de la... Enfin, chef supposé. Supposé, oui. C'est un opposant sans lettres. C'est pas un radical, c'est un... Et la force des réseaux sociaux a fait que ce problème, ce qui était il y a à peine 8 ans, chez nous, inimaginable. On ne pouvait pas internationaliser un cas. Aujourd'hui, sur ce cas de Fakhar, les réseaux sociaux ont fait une telle activité que c'était devenu un cas international. Parce qu'il y a Dabouz aussi, Salah Dabouz, qui est son avocat, qui est le responsable des droits de l'homme en Algérie. Voilà. Donc, pour Dr Fakhar, il est défendu par Salah Dabouz. Et Salah Dabouz, c'est le responsable de la Ligue algérienne des droits de l'homme. Et donc, qui a médiatisé justement cette affaire
au niveau national et international. Je crois, moi je voulais sur ça, pour en discuter sur quels sont les moyens de sortie, les perspectives aussi, l'espoir. Il y a des frémissements, comme on a dit, chez les jeunes, chez les femmes, etc. Mais du point de vue politique et d'idées, il y a moins de production, je crois, sur la santé. En dehors du constat, il y a des tentatives aujourd'hui, parce que comme le mouvement Barak était là, porter l'idée seulement anti-quatrième mandat, et l'aspect démocratique, mais je crois qu'il y a une idée qui commence maintenant, cette histoire, pour en parler de 62, cette histoire d'une deuxième république, avec des fondamentaux liés à la démocratie qui ne sont pas inscrits dans novembre. Cette idée, elle a commencé, elle est portée par quelques groupes. C'est une deuxième république, le seul repère, c'est parce que l'Algérie comme elle n'a pas existé avant 62, c'est nouvelle. Il y a le seul repère, c'est novembre, et son histoire berbère jusqu'à ça. Il y a des fondamentaux. Certains veulent inscrire dans cette deuxième république la république et la démocratie. C'est pas encore après, mais il y a la revendication deuxième république. Oui. C'est des paramètres qui sont inefficaces sur la lecture des événements en Algérie. Il y a une telle complexité. C'est-à-dire que aujourd'hui, les habitants du Sud, forment une force. Les habitants de Kabylie forment une force. La jeunesse forme une force. Les islamistes forment une force. Oui, non, mais c'est la complexité, c'est la fragmentation qui est due essentiellement au fait que le régime illégitime qui règne depuis 62 a été inapte à faire de l'Algérie une nation en paix. Il n'est reconnu par aucune partie de la population. Aujourd'hui, nous avons des très graves émeutes au sud, avec des affrontements meurtriers qui ont nécessité le concours de l'armée. C'est la première fois que l'armée intervient depuis 88. Surtout pour une population considérée acquise depuis l'histoire de l'indépendance. Elle vote toujours pour pouvoir. Elle votait, c'est une population. La Kabylie est un chaudron qui est sous pression. La Kabylie, c'est très simple. Jusqu'en 2001, les Kabyles ont eu comme perspective d'exister sous l'État actuel, sous l'État algérien. En 62, ils ont été trompés. En 80, ils se sont soulevés. En 49, déjà, il y a eu la première crise berbère. Et le printemps noir, au printemps noir, quand ils se sont soulevés le 14 juin 2001, ils ont créé ils ont réussi à amener le régime à négocier.
sur ce qu'ils appelaient la plateforme de l'Aqsar, qui est un peu ce que vous disiez tout à l'heure, qui est un peu la réplique de la plateforme de la Soumam, qui avait 14 revendications, surtout des revendications d'autres identitaires. C'était la 5e révolte berbère depuis 1949. Et c'est la dernière. Parce qu'ils ont été floués par le régime. L'échec des négociations des Kabyles avec le pouvoir a signifié la fin de l'idée selon laquelle la population de Kabylie se reconnaît dans cet État. Et aujourd'hui, ils ne veulent plus l'avenir négocier avec cet État, ils veulent un autre État. Et c'est quelque chose de réel, au point que ils ne participent pas, à aucune activité qui est dictée par cet État, y compris les élections. Résultat, c'est que aujourd'hui les principales villes de Kabylie sont dirigées par le FLN. Par le FLN. Parce que les gens ne votent pas. Il y a une radicalisation. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ont laissé libre cours. Nous, on ne se reconnaît pas dans ce que vous décidez. Donc il y a une fragmentation de la population avec des groupes. Parce que lorsqu'on regarde l'Algérie de l'extérieur, on l'a réduit aux islamistes et au pouvoir. Il n'y a pas cette bipolarisation n'existe pas. Il y a une diversité de pôles d'influence que le régime illégitime a été incapable de synthétiser et qui ne reconnaissent aucun. Je veux juste rajouter justement à propos de la Kabylie qui est polluée par le régime. Ils ont vu que c'est une région qui se rebellait à chaque fois. Et aujourd'hui, donc, ils ont quand même réussi à mettre au niveau du régime, à s'entourer de beaucoup de Kabyles de service. Donc, il y a Ouihia, Sellal, Haddad et tous ces gens-là qu'on a gratifiés au maximum pour casser toute initiative en Kabylie. Donc, c'est pour ça que la Kabylie aujourd'hui est un peu désactivée en quelque sorte. Mais c'est inefficace. Les islamistes, d'une certaine manière, mettent la main sur la Kabylie, c'est ça? Non, les islamistes n'ont rien à voir en Kabylie. Moi, je parle le régime, le régime qui a le pouvoir aujourd'hui, et il utilise beaucoup de Kabyles, on appelle les Kabyles de service, qui sont au service du régime. Mais c'est des procédés inefficaces. Voilà. L'enterrement d'Aït Ahmed a révélé le fossé qui existe entre la population de Kabylie et le régime, puisqu'il a reçu une gifle historique. Il a voulu récupérer l'enterrement d'Aït Ahmed. Il a essuyé un refus de la population, de la famille, du FFS. Ils ont refusé l'avion présidentiel. Ils ont refusé que Aït Ahmed soit enterré dans le carré des martyrs. Ils ont refusé, ils ont chassé, ça c'est nouveau, le Premier ministre et les ministres
qui venaient assister aux funérailles. Ils les ont chassés à coups de pierre. C'est nouveau. C'est-à-dire que les procédés, comment dirais-je, les ruses classiques sont obsolètes. Aujourd'hui, nous avons affaire à une société, notamment les jeunes, dont on ne connaît pas les ressorts. C'est pour ça que les grilles de lecture traditionnelles sont inefficaces. Pour rester à la Kabylie, moi qui connais assez bien l'Irak, on pourrait parler du problème kurde, où justement, pendant des années, justement, les Kurdes ont essayé, les Kurdes irakiens, parce qu'il y a les Kurdes iraniens, turcs et syriens, ont essayé d'obtenir une certaine la reconnaissance de leur existence. Ils l'ont reconnu d'une certaine façon en Irak, mais finalement, ça a été manipulé par des pays étrangers, par les Américains, la CIA, tout ça c'est connu à l'époque du Shah d'Iran, etc., ou par Israël. Et là, quand on voit Mehani qui va en Israël pour justement essayer d'obtenir des soutiens, on peut se poser des questions sur l'utilisation, la manipulation par des pays étrangers. Certainement. Et aussi, finalement, le détournement, finalement, de la volonté des Kabyles d'obtenir ou une certaine autonomie ou une indépendance. Ça, c'est pas mon problème, je suis pas kabyle, mais on peut quand même se demander jusqu'où ça va aboutir. Je rebondis sur cette question. Et est-ce que cette espèce d'auto-marginalisation qu'ont choisi les Kabyles, est-ce que ce n'est pas un modèle possible pour l'ensemble du peuple algérien? Oui. Pour l'ensemble du peuple algérien. Est-ce que dans la vie politique, est-ce qu'il n'y a pas là un modèle comportemental, voilà, pour l'ensemble du peuple algérien? C'est-à-dire que la manipulation dont on parle, elle existe. Elle existe, elle est réelle. Mais seulement, Mani a eu l'intelligence de rebondir sur une idée juste, réelle. Et l'idée selon laquelle, dont on parlait tout à l'heure, on ne cherche plus notre avenir à l'intérieur de cet État, on veut un autre État. Parce que cet État les a trompés même avant l'indépendance. Et cette vision de repli sur soi, de ce que vous appelez d'autonomie, cette vision, elle est réelle. J'ai dit tout à l'heure, elle s'exprime par le fait qu'on refuse tout ce qui vient de l'État. Tout ce qui vient de l'État, et de manière très violente. C'est-à-dire, même les élections, on ne participe pas. Le village de Aït Ahmed est dirigé par le FLN. Je ne sais pas si on voit le... Mani ne représente pas, à mon avis, c'est plus complexe que ça. Mais ce qui est sûr, c'est que le régime actuel n'a pas les clés de la solution. N'a pas les clés de la solution de Kabylie. Oui. C'est toute cette complexité, elle n'est pas tout à fait comparable à la situation des Kurdes. Elle n'est pas comparable parce que les Kabyles ne font pas l'objet d'un ostracisme. C'est pas tout à fait les Kurdes. Mais ils ont un programme de revendication inassouvi. Aujourd'hui, on ne reconnaît pas l'identité. Alors, le régime a été obligé de reculer. Il a reculé sur un point sur lequel il a été intransigeant, mais il a reculé trop tard. C'est l'officialisation de la langue berbère.
ce qu'il a refusé dans les dernières négociations de 2005, 2005, il a refusé énergiquement. Il a promu la langue berbère comme langue nationale, pas comme langue officielle. Et là, il a accepté dans la récente constitution, mais c'est trop tard. Sur cette bonne note, Mohamed, je voulais faire une annonce aussi, tout en remerciant René pour nous avoir reçus. J'ai promis une chose à l'administrateur du matin DZ.net. Je lui dis, parce que pour suivre l'actualité algérienne aussi, les analyses et les commentaires, il faut aussi, vous pouvez aller sur le site lematindz.net, qui existe en réalité que par principe. On l'a maintenu comme ça sur la base du site, et par nécessité qu'il ne soit pas la mort aussi, qu'il a le pouvoir voulait le faire. Donc il existe comme site ici en France, on peut suivre l'actualité, etc. Je lui ai promis de faire l'annonce pour vous. Enfin, il existe en France et dans le monde. Dans le monde, voilà. Voilà, il est très suivi aussi. Et Benchikou, il écrit ses chroniques de temps en temps sur le matindz.net. Est-ce qu'il y a un espoir? En quelques mots. Non, je maintiens ce que je dis, c'est-à-dire qu'il y a des paramètres qu'on ne maîtrise pas, qui peuvent effectivement déboucher sur une issue heureuse, comme déboucher sur une détérioration de la situation. Voilà, je remercie nos invités. Mohamed Benchikou, c'est moi qui vous remercie. C'était très gentil d'accepter cette invitation à cette émission, mais également aussi Youssef Rezouk, il est présent, et puis notre ami Hassan qui est parti à Marseille assez tôt. Merci énormément à nos auditeurs. Si vous voulez vous informer sur ce que nos amis ont écrit, donc achetez le livre Novembre 54 et la faillite démocratique, mais également aussi le livre Algérie, ce qui nous attend en 2016-2017. Je remercie aussi les membres de notre association, Gérard Prémel, Gilles Munier, Chérif Qadi, Nadia Aragonais, Badra et Mathieu ici présent. Merci à vous et puis à la prochaine.